bonsoir à tous. Bonsoir Christophe Paco, bonsoir à tous, bienvenue dans le Best of. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs extraits des interviews de nos invités que nous avons reçus dans nos JT cette semaine. Il aura été question des commémorations du centenaire de la naissance du prince René III avec une nouvelle exposition mettant en valeur le prince bâtisseur. Fighteds Monaco plus que jamais engagé dans la lutte contre le sida. Le meeting Hercules EBS, les Monaco After Games ou encore le Tour de France auront également été abordés dans nos différentes éditions. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. Évidemment, s'il a ce surnom de prince bâtisseur qu'on lui a donné déjà dès son avènement en 1949-1950, ça va bien au-delà des constructions, même s'il a entièrement changé le visage de la principauté avec toutes ses infrastructures, pas seulement les routes, la voie ferrée, mais également les constructions des immeubles, les infrastructures hôtelières. C'est aussi parce qu'il a bâti la prospérité nouvelle de Monaco. Au sortir de la guerre, le pays était exsangue, il n'y avait plus de moyens, il n'y avait plus rien. Il a rebâti la prospérité de Monaco. Dans le début de l'exposition, on raconte l'enfance d'un chef, comment déjà mûrissait en lui cette volonté de rebâtir Monaco et d'être vraiment un bâtisseur de la prospérité de Monaco, mais pas pour lui, pas seulement pour ses successeurs, mais aussi pour le bien-être, la prospérité des Monégasques. C'était un prince qui vivait au milieu de la population. Et surtout, s'il y a une chose qui m'a touché, moi, dans son parcours, c'est qu'il a voulu exalter la fierté des Monégasques. Il a voulu vraiment revivifier toutes les traditions avec Ucavagnette, mais aussi avec ce pique-nique, mais aussi la paladienne, toutes les traditions, en montrant que c'était important d'être fier d'être monégasque. Voilà un homme qui, au fond, n'était pas prévu pour régner tout de suite. En 1949, à la mort de son grand-père, il y avait sa maman, la princesse Charlotte, d'abord, et puis qui simplement a pris conscience qu'il avait un rôle à jouer, qu'être prince, c'était pas un métier, comme il le disait, mais c'était une charge héréditaire, une charge lourde, et qu'il fallait prendre cette charge à bras-le-corps. Il était profondément attaché aux Monégasques. Et il le dit, il le répétait, moi je me suis plongé dans ses archives, il disait c'est une famille, on est une famille, nous les Monégasques. Et je crois que c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il n'a pas pensé à lui, il a pensé au bien-être des Monégasques, à vivre au milieu d'eux en leur assurant, en faisant en sorte que cet outil, cette prospérité économique incroyable de Monaco puisse servir à chacun des Monégasques, aux plus fragiles, aux plus vulnérables d'entre les Monégasques, et que chacun trouve sa part de lumière dans ce pays baigné de soleil. Il y a deux objectifs que la princesse a fixés quand elle a créé Fighteds Monaco, c'est d'aider les personnes vivant avec le VIH, que nous faisons tout au long de l'année ici à Monaco avec 2 accueils hebdomadaires. Donc accueillir des personnes vivant avec le VIH, leur proposer des activités de revalorisation, de bien-être. Nous accompagnons aussi des personnes à Carpentras, à la maison de vie, donc c'est l'autre versant. Et le deuxième objectif, c'était la prévention. Donc tout au long de l'année, nous faisons de la prévention, que ce soit dans le milieu du travail, le milieu scolaire avec l'éducation nationale, ou par exemple le Test in the City, comme le dernier en juin. La princesse a eu cette idée visionnaire, c'est-à-dire de proposer un lieu pour les personnes vivant avec le VIH, alors bien sûr pas exclusivement de Monaco ou de sa région, mais pour toute la France, pour se reconstruire, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour passer des vacances, même si ça peut être vécu comme ça, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de quitter leur domicile, ou pas les moyens en tout cas, mais de venir dans un état d'esprit de profiter de ce temps pour se reconstruire, se ressourcer. Nous avons repris une initiative que nous avions proposée à l'Éducation nationale d'un escape game sur les risques liés aux soirées pour le milieu scolaire. Toutes les classes de seconde l'ont fait. Et avec cette association française spécialisée dans cette technique de prévention, avec la Croix-Rouge monégasque, nous avons soumis au comité du droit des femmes un projet pour travailler sur l'égalité dans le monde du travail. Quand on a préparé notre plan de développement, évidemment, Monaco était on top of the list des endroits où on voulait être présent, pour différentes raisons. La première, c'est le développement de Monaco.
la vision que le prince a eue de développer Monaco et toutes les initiatives qui ont été mises en place pour faire de Monaco ce que c'est aujourd'hui. Et on est en grande admiration du développement de la principauté. Et évidemment, je pense que pour n'importe quelle maison de luxe, c'est un rêve d'être présent à Monaco. Alors déjà, nous partons mercredi prochain, le 26, donc direction pour une centaine de personnes. On sera accompagné de notre archevêque, Monseigneur David. Donc là, nous allons partir du mercredi 26 jusqu'au lundi au journée en diocèse. Donc c'est dans le diocèse d'Évora, dans la ville qui s'appelle Villa Vitiosa. Nous allons à la rencontre de jeunes du diocèse. Nous allons faire des activités diverses et variées avec eux. Et après, en route pour Lisbonne, pour vivre donc tout ce qui est catéchèse, cérémonie d'ouverture, la messe avec le pape, etc. Avec donc l'apothéose, ce grand week-end où nous allons retrouver avec des millions de jeunes dans un grand parc pour vivre la veillée et la messe avec le pape. C'était évidemment une idée d'Albert Croesi de prolonger l'effet des rencontres sur un week-end où les visiteurs peuvent découvrir dans les chalets les spécialités gastronomiques, la culture, le patrimoine des anciens fiefs des Grimaldi qui sont invités par roulement chaque année, et donc de proposer au public de l'été, bien sûr aux résidents, aux monégasques, mais aux touristes, ces spécialités. Et donc là, on a un beau tour de France et d'Italie avec une multiplicité à la fois de spécialités gastronomiques dans tous les genres, de l'huile d'olive aux bières. Alors la bière, aujourd'hui, on fait de la bière quasiment partout, dans tous les fiefs, avec une étendue géographique de l'Alsace au Piémont, donc différentes origines de sites historiques. Je crois que ce qui plaît d'abord avant tout, c'est qu'en 2 heures de temps, on peut voir ce qu'ailleurs on va voir en une semaine de temps dans un championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est la proximité des compétitions. D'abord, première chose, le stade est beau. Le public est très près de la piste d'athlétisme, contrairement à d'autres stades où il est très loin. Le rythme des compétitions est soutenu. En 2 heures et demie, on a un programme de 15 compétitions de très haut niveau. Je crois que c'est ce qui fait le plaisir de cette compétition. Vraiment, il n'y a pas de temps mort. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à voir, quel que soit le coin du stade, des courses, des sauts, des lancers. C'est vraiment, à mon avis, c'est pour ça que les sportifs sont intéressés. Et même les familles viennent volontiers en famille venir assister au meeting. Je rêvais toujours d'avoir une fille qui fasse moins de 4 minutes, je dirais ici sur le stade de Monaco. Et tout d'un coup, une fois, j'en ai 8 qui ont fait moins de 4 minutes, dont certains ont fait moins de 3,57. C'était vraiment, pour moi, j'ai cru que je rêvais. C'était merveilleux. Pour moi, c'est mon début au Diamond League. Depuis 2020, c'était ma première fois. Et c'était, je crois, la seule compète qui avait des spectateurs. Donc pour moi, dans ma cœur, c'est quelque chose de spécial. C'était bouillant, c'était un énorme défi, c'était une grande manifestation. Et pour nous, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que c'est une grande réussite parce qu'il y a eu cette ferveur populaire et il y a eu ce spectacle sur le terrain qui en a ravi plus d'un. On a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Les gens, voilà, c'était nouveau, ça a attisé la curiosité. On a eu vraiment que des félicitations et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement gratifiant. Rien que de se dire, voilà, on a fait quelque chose de nouveau qui n'existait pas à Monaco, qui collait à l'identité de la principauté. Et puis même le dernier jour, on a eu la chance et l'honneur d'avoir la présence de Monseigneur qui est passé lui-même assez curieux de la plateforme et de voir ce que c'était. Cette plateforme plantée comme ça au milieu de la marina prestigieuse du Yacht Club, c'était incroyable. Et plus de 8 millions de téléspectateurs dans les plus grands moments du contre-la-montre, c'est le record historique depuis le début du siècle. Et franchement, on a un parcours qui était dessiné par les organisateurs qui était formidable. Un seul contre-la-montre et puis des grandes étapes de montagne. Phénomène nouveau tout de même, vous l'avez souligné peut-être dans le monde de la télé, c'est l'arrivée de Netflix sur le Tour de France qui a réalisé une série. Et on voit un public très très jeune aujourd'hui, un public de selfie, vous voyez ce que je veux dire, qui est très précis par des routes. C'est vrai que sans modération, voilà, le public est un petit peu turbulent. Et il va falloir régler ce genre de problème dans les années à venir. C'est gratuit. Et comme le dit si bien le patron du Tour, Christian Prudhomme, c'est 3500 km de sourire aussi.
Et le Tour de France sera à Monaco l'an prochain pour la dernière étape de la grande boucle. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le flashback préparé ce soir par Jordan Basset et Florence Amut. Et puis n'oubliez pas, l'information continue sur nos réseaux sociaux. À très vite sur Monaco Info.